Je voudrais souhaiter la bienvenue à notre conférencier aussi, le pasteur Gabriel Goléa. Je voudrais le présenter rapidement. Gabriel Goléa est donc pasteur. Il est actuellement en Île-de-France. Alors, je ne sais pas s'il peut nous faire un petit coucou pour qu'on puisse le voir tous. Allô? Voilà. Bonjour Gabriel. Bonjour à tous. Voilà, ça fait plaisir vraiment de vous recevoir parmi nous aujourd'hui dans cette circonstance bien particulière. Mais ce qui est fantastique avec ces moyens techniques, c'est que nous pouvons être un peu partout à la fois. C'est vraiment assez extraordinaire. Le thème que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui, dans ce cadre particulier, c'est donc un thème qui va intituler Enquête d'espérance. Enquête, ce n'est pas une faute d'orthographe. On a voulu mettre un jeu de mots, une sorte d'enquête pour essayer de comprendre où pouvons-nous puiser, trouver donc l'espérance dans la situation si particulière que nous vivons. Les crises font peur, mais elles interpellent aussi et peuvent être l'occasion de revenir à l'essentiel. Ces dernières années, le monde a connu plusieurs crises. La crise des subprimes de l'été 2007, dont la société Lehman Brothers est à l'origine et qui a donné la crise financière de 2008, qui a été une grave crise économique, appelée parfois la grande récession de 2009. De cette crise, peu de leçons dans la finance internationale ont été tirées pour éviter une nouvelle crise similaire. Puis nous avons, et nous le vivons encore actuellement, certes en déconfinement, cette crise sanitaire du Covid-19, donc en cette année 2020. C'est une crise singulière, jamais vécue dans le passé à une telle ampleur. La question est là, où irons-nous? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon de ces crises? À ces crises, donc, il faut ajouter les crises de personnes, crises personnelles, relationnelles. Quelles solutions, quelles perspectives? Donc, Gabriel, vous avez donc accepté de traiter avec nous ce sujet. Donc, peut-être une petite parenthèse encore, question de détendre un petit peu par rapport à cette gravité de l'introduction, que vous allez essayer peut-être de nous donner des perspectives un petit peu plus dynamiques, plus gaies, avec plus d'espérance. Donc, vous êtes pasteur, je le disais, en Île-de-France. Vous avez une responsabilité au sein de notre organisation d'église, donc dans l'Union franco-belge. Vous êtes d'origine et encore de la Roumanie, même si vous vivez en France depuis très longtemps. Et j'ai eu l'occasion de visiter votre pays et vous étiez présent et c'était vraiment… enfin, non, je crois que vous n'étiez pas présent, pardon. C'était vraiment une grande opportunité de visiter votre pays avec plein de choses vraiment très, très intéressantes. Vous avez des enfants et votre épouse, Gabriela. Je ne sais pas si elle est dans le coin, mais en tout cas, nous voulons la saluer très chaleureusement. Merci. Et nous voulons de tout cœur vous accueillir ici et être vraiment à l'écoute de ce que vous avez pensé, partagé avec nous ce matin. Encore une fois, nous voulons le faire de façon paisible, comment dire, détendue. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on voudrait vous écouter avec beaucoup d'intérêt et pouvoir donc peut-être intervenir à la fin, poser des questions tout le long et nous permettre de répondre aux questions à la fin. Je voudrais vous laisser la parole, Gabriel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elder, pour cet accueil, pour cette introduction. Effectivement, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens en famille. Alors, j'essaie de décrypter les images qui sont sur mon écran. Je vois des visages connus, je vois des noms connus, mais je vois aussi des personnes que je ne connais pas encore. Et
En tout cas, je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui. Et comme cela a été prévu, nous allons passer un petit moment là avant midi. Et puis, si vous voulez bien, on se revoit tout à l'heure dans la soirée à 19 heures. Alors, le thème qui m'a été proposé, et là encore, je me réjouis de vous voir, d'échanger, et sentons-nous vraiment appelés, interpellés. Et ce thème-là, j'aimerais le décliner d'un point de vue personnel. Il y aura bien sûr des références, des chiffres, des noms extérieurs, mais c'est ce qui m'a interpellé pendant 2 mois, presque 3 mois, où je pense que l'humanité dans sa totalité a été interpellée d'une manière ou d'une autre. On se pose des questions sur l'avenir de la planète, on se pose des questions sur comment les sociétés vont fonctionner, quels seront les rapports entre le pouvoir et ceux qui sont invités à comprendre la déclinaison, la mise en pratique de tout ce qui est viril finalement. Comment allons-nous être nourris, comment allons-nous travailler. Je prends un exemple simple, vous voyez, la France a eu un peu de retard par rapport à Internet. Et vous vous souvenez que pendant quelques années, c'était vraiment difficile, tout simplement parce qu'en France, il y avait le Minitel. Et avec le Minitel, on pouvait avoir l'essentiel. Mais cette différence, ce fossé a été rapidement rattrapé par les nouvelles technologies. Et c'est ce qui fait que quand la crise a débuté en France, début 2020, vous avez remarqué la vitesse, et je suis admiratif, la vitesse, la rapidité avec laquelle tout le monde s'y est mis. WhatsApp, Skype, Zoom, et ça a été vraiment, on va dire, un moyen, un outil pour compenser le manque de visibilité, de la présence réelle des uns et des autres. Il y a d'un côté le choc, il y a la crise, et de l'autre côté, il y a quelque chose comme un espoir. Et c'est le fil rouge de ce que j'essaie de partager avec vous. Finalement, et je commence, si vous voulez, quasiment par la fin, je pense que les crises que nous traversons, les difficultés que nous avons dans notre vie personnelle, familiale, dans la société, mais là je laisse ce chapitre un petit peu à d'autres spécialistes, on voit ça tous les jours dans les masses médias, des réflexions, des débats, et finalement sur le plan professionnel, eh bien toutes ces crises-là, je pense qu'il y a dans leur fort intérieur quelque chose qui incite, qui invite à un dépassement. Autrement dit, si nous avons un accident de la route, un accident qui nous met en immobilité pendant quelques mois, c'est vrai que c'est douloureux, il y a le traitement, il y a l'entourage qui est affecté, ainsi de suite. Mais si on s'arrête sur l'expérience négative, c'est vrai que c'est une catastrophe. Et on peut dire, à ce moment-là, ma vie est finie. Or, qu'est-ce qu'on constate? On voit autour de nous des personnes, les exemples sont formidables, c'est un encouragement exceptionnel, des personnes qui arrivent dans des crises terribles. Les gens perdent un membre proche de la famille, ils sont affectés dans leur propre chair, ils sont frappés dans leur projet, dans leur élan pour aller plus loin. Et puis, finalement, ça ne s'arrête pas. Il y a quand même quelque chose qui se constitue, qui se forge à l'intérieur de cette épreuve, qui fait qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, il y a toujours l'espoir, et ça, c'est très encourageant. Comment arriver à convertir, à transformer l'épreuve, la difficulté dans quelque chose de positif? Je pense que là, c'est l'invitation que je vous adresse, et c'est le rôle aussi de ces questions, de ces témoignages, de cet échange, c'est de dire, dans ma vie, est-ce que cela est possible? Est-ce que ça, c'est arrivé? Et si cela n'arrive pas encore, quels sont les obstacles, quelles sont les barrières? Effectivement,
Elder a mentionné tout à l'heure dans son introduction, les différentes crises. Et il suffit de prendre la dernière décennie et on est vraiment euh, impressionné par l'avalanche des crises que nous confrontons d'une manière générale et avec la possibilité d'avoir des informations de dernière minute, on se rend compte que effectivement, ça se passe comme si c'était chez nous, à la porte juste à côté. Euh, Par exemple, en 2010, il y a eu un tremblement de terre en Haïti. Vous vous souvenez sûrement, en 2010, c'est un tremblement de terre, l'un parmi d'autres, parce que c'était une série de tremblements de terre, mais celui-là, il a fait des dégâts énormes, 250 000 morts, 300 000 blessés et plus d'1 million de personnes qui sont restées sans abri. On peut citer d'autres exemples plus proches de chez nous, avant la crise sanitaire de 2019-2020. En Vendée, en Charente-Maritime, vous vous souvenez, en Bretagne, il y a eu la tempête Xantia qui a fait 52 morts, avec toute une réflexion sur les maisons, les constructions, les bâtiments, et c'était quelque chose qui a impressionné. Je me souviens, j'avais visité une famille qui habitait dans une maison à 2 niveaux. Et puis le monsieur raconte, il a reconnu que dans sa vie, il ne s'est jamais posé des questions sur tout ce qui est religieux, spirituel. Pour lui, la vie était belle. Et il y avait la famille réunie ce week-end, et puis il entend du bruit dans sa maison. Il entend du bruit et il se réveille, il réveille tout le monde et il propose d'aller à l'étage. Effectivement, il a fallu, en l'espace de quelques secondes, voir une vague d'eau impressionnante qui a tout rempli au premier niveau. Et comme ils étaient réfugiés au deuxième étage, après ils sont allés sur le toit, ils ont vu la catastrophe et ils ont dit, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Je ne sais pas comment, je ne peux pas vous expliquer, mais c'est de l'ordre du miracle. Pendant quelques secondes, si on restait encore quelques secondes, on aurait été tous morts. Effectivement, quand il est monté sur le toit, il a vu toutes les autres maisons inondées. Et lui, il disait, c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que j'ai pu me réveiller à ce moment-là? Qu'est-ce qui est arrivé pour que je dise à ma famille, montons? Et il était impressionné et il me disait, je n'arrive pas à expliquer ça. C'est quelque chose qui restera pour moi comme un mystère. Je peux aller plus loin. Vous vous souvenez, toujours en 2010, en Islande, il y a l'éruption d'un volcan, je ne sais pas si je prononce bien, Eyjafjallajökull, qui s'est activé et qui a perturbé le trafic aérien de plusieurs pays européens. On compte pour Air France, juste pour le plaisir des chiffres, une perte de quelques millions d'euros, 132 millions d'euros avec perte d'emploi, etc. On peut aller plus loin, des inondations au Pakistan, la plus importante toujours en 2010, c'est une véritable catastrophe, et 1700 morts dans une seule inondation. Et la liste est longue et ça continue, et comme je disais, les mass médias nous aident à faire la liste, les détails de cette liste. Qu'est-ce qu'il y a dans ces crises, dans ces difficultés, qu'est-ce qu'il y a de commun et comment s'en sortir? Et là, on arrive au début de 2020. Vous vous souvenez, c'est parti comme une petite grippette, c'est parti comme quelque chose de banal, quelque chose qui devait se régler presque automatiquement avec l'arrivée du printemps, le soleil, puis faire un peu d'attention, et puis voilà, c'est fini. Or, on se rend compte que c'est quelque chose de plus compliqué et qu'il faut prendre des mesures. Et en l'espace de quelques semaines, le monde, tous les pays se sont mis à l'arrêt. Quelque chose d'incroyable, quelque chose d'extrêmement compliqué à faire en temps en temps normal. D'ailleurs, quelqu'un a remarqué, et ce n'est pas une petite, pique, ce n'est pas une critique, mais à faire en sorte que les Français soient disciplinés. Vraiment, chapeau, hein, c'est un exploit. Hein.
Et effectivement, quasiment tout le monde a joué le jeu et tout le monde a respecté, enfin, dans l'ensemble. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, toujours, mais globalement, je pense que le regard est toujours appréciatif. Faire en sorte que pendant quelques semaines, tout le monde soit confiné afin que le virus ne se propage plus. Et la preuve, c'est qu'effectivement, on a des bons résultats et ceux qui nous communiquent ces chiffres-là et les recherches nous disent que, bon, il y a un peu d'inquiétude, toujours, bien sûr, mais globalement, c'était une bonne maîtrise à l'échelle d'une nation. Quelle est ma place dans cette crise? Comment est-ce que je m'organise? Qu'est-ce qu'il y a après? Pas loin d'hier, j'ai discuté avec un professeur d'école et il me racontait qu'une de ses élèves, lui, il a le soin de discuter, de faire de la méthodologie, de faire avec les élèves des échanges, surtout dans cette période. C'est quelqu'un qui s'occupe du bien-être de l'élève au-delà de la matière. Et donc, dans ces échanges, une de ses élèves, qui est une élève au lycée, lui a dit Monsieur, nous vivons dans un monde de crises terribles. Il n'y a que des crises. Et ce professeur me disait aussi la résonance que cela faisait en lui et comment répondre à un élève comme ça. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Quel sera, disons, le message qu'on peut transmettre à quelqu'un qui est à cet âge-là quasiment effrayé par ce qui arrive? Effectivement, les crises s'enchaînent. Et dans ces crises, nous avons un rôle actif, un rôle important. Il y aura le Covid-19 et j'espère, enfin, je suis optimiste par nature, ça va rentrer dans les livres d'histoire. On parlera un jour, si la vie continue sur cette terre dans cette forme-là, on parlera un jour de ce qui s'est passé au début de 2020. Vous vous souvenez, lorsque tout le pays, tout le monde était confiné, vous vous souvenez, il n'y avait plus d'avions, il n'y avait plus de circulation entre les pays, vous vous souvenez? Et je me prolonge un petit peu d'une manière fictive dans cette perspective, à savoir que c'est du passé. Mais qu'est-ce qui reste? Quelle est la leçon? Qu'est-ce que je prends comme élément de sagesse pour pouvoir aller plus loin? Et je pense que dans cette crise-là, nous pouvons voir préfigurer plusieurs crises et chacun peut se retrouver. Je vais essayer de décliner cette crise à l'échelle disons, de la taille humaine à travers le prisme de plusieurs crises. Une des premières crises, c'est une crise personnelle. Je pense que chacun d'entre nous peut reconnaître qu'à un moment donné de sa vie, passé ou passe encore par un moment de crise. Une crise d'identité, une crise liée à la croissance, une crise liée à son physique. Vous allez sourire, mais je me souviens quand j'étais gamin, avec nous les garçons, on se mettait l'un à côté de l'autre pour savoir lequel est le plus grand, alors qu'on avait tous le même âge. Et c'était très important d'avoir un centimètre de plus. Et les garçons se bataillaient pour, on trichait un petit peu même, pour qu'on soit plus grand que l'autre. Le temps est passé et malheureusement, certains d'entre nous sont restés dans la même logique. Bien sûr, on ne se bataille pas pour savoir qui a un centimètre de plus, mais on va peut-être faire en sorte de montrer à l'autre qu'on a un iPhone plus important que l'autre, qu'on a un ordinateur qui est plus important, qu'on a une voiture qui est plus belle, qu'on a réussi dans la vie. Et effectivement, on montre aux autres, enfin des grands gamins, si vous voulez, on montre aux autres combien on est plus grand que l'autre avec quelques centimètres. Quelqu'un disait, on reste toujours des enfants, ce qui change, ce sont nos jouets. Effectivement, les crises prennent des formes différentes. Vous avez une crise qui est liée à l'histoire personnelle. Je me souviens de quelqu'un qui participait à ce qu'on appelle un camp meeting, une réunion où il y a des personnes qui viennent de loin pendant 10 jours. Ça nous manque maintenant, ça fait des souvenirs. On est tous dans la forêt quelque part, dans la nature. Et puis, à l'issue de ces échanges, de ces discussions, il y avait des séminaires, il y avait une bonne ambiance.
Et puis quelqu'un qui me parle du fait que ça fait quelque temps que cette personne est là et puis elle sent que bon, ceux qui sont autour d'elle ne l'intègrent pas et elle se sent un peu en décalage, qu'elle a mis quelques heures d'avion pour arriver ici et puis elle ne trouve pas la chaleur qu'elle attendait. Vous connaissez ce type de situation où quelqu'un parmi nous ne se sent pas à l'aise. Alors que tout va bien. Il y a le repas, il y a le physique, il y a, disons, tout le monde est là, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Et puis, dans la discussion, j'essaie de comprendre et d'aller plus loin dans cette identification. Qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les blocages? Est-ce que nous n'avons pas aussi un rôle dans cette communication, dans cette intégration, ou c'est que l'autre, quand vous allez en visite chez quelqu'un, la soirée est bien uniquement en fonction de la personne qui vous invite, ou ça dépend de vous aussi? Parce que si vous êtes dans votre coin et vous boudez toute la soirée, c'est clair que vous avez toutes les chances pour rater la soirée. Donc, il n'y a pas quelque chose à faire là aussi. Et effectivement, en discutant, petit détail qui m'a frappé, j'ai remarqué que la personne avait une montre, mais quand je regarde attentivement, ce n'était pas l'heure locale, c'était l'heure d'un décalage de quelques heures. Et je demandais, mais quelle heure il est? Alors la personne hésite un petit peu, fait un petit calcul mental et me dit telle heure. Elle me dit l'heure exacte locale. Mais après quelques secondes d'hésitation, j'ai dit, pourquoi vous avez hésité? Pourquoi vous n'avez pas lu l'heure exacte? Elle me dit, parce que j'ai l'heure de ma ville natale et j'ai encore l'heure de là-bas. Je dis, vous ne trouvez pas que c'est symptomatique ça? Comment est-ce qu'on peut s'intégrer ici si vous avez l'heure de là-bas? Si vous rêvez toujours à votre entourage, si vous êtes toujours avec votre famille, mais là-bas, et vous êtes toujours avec la nostalgie de la ville, les odeurs de votre village, de la forêt, de ce qui passe là-bas, mais vous n'êtes pas ici. Et ça, c'est important dans l'intégration. Il faut qu'on soit pleinement ici. On peut continuer les crises personnelles sur différents domaines. Hein. Par exemple, la crise liée à l'adolescence, liée à l'examen, à la réussite. Vous voyez, je parlais tout à l'heure d'un centimètre de plus ou de moins, mais on peut parler du physique, de la taille, on ne se sent pas bien. Combien de fois nous n'entendons pas cette phrase « je ne me sens pas bien dans ma peau » comme si la peau posait un problème. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ne se sent pas bien dans sa peau? Et puis, vous avez ceux qui comprennent ça et qui vous aident, qui vous acceptent tel que vous êtes et ils vont vous aider pour aller plus loin. Je me souviens d'une parole qui est très connue et qui est très, très intéressante. C'était Jésus, donc 1er siècle, qui la prononce en présence de ses disciples et il leur dit quelque chose d'extraordinaire. Il leur dit, même vos cheveux sont comptés. Je me suis amusé à chercher, bon c'est simple, hein, pour savoir littéralement combien de cheveux nous avons sur notre tête dans une situation idéale. Hein. Je ne parle pas de ceux qui commencent à perdre leurs cheveux, mais au départ. Et j'ai trouvé que nous avons entre 100 000 et 150 000 cheveux. On perd environ 40 ou 50 par jour, on en perd aussi. Et ça dépend aussi si c'est des cheveux blonds, des cheveux plutôt noirs. Le nombre peut varier, mais 100 000, est-ce que vous pouvez compter 100 000? Impossible, enfin c'est hyper compliqué. Et je crois que cette image, elle est plus que symbolique. Quelqu'un qui vous dit, je connais tout de toi, je sais comment tu fonctionnes, et sache que je prends soin de toi, y compris pour le nombre de cheveux. Si on va plus loin, ça veut dire que tout ce qui m'arrive est connu, est géré. Vous imaginez la confiance, disons la simplicité de la relation des relations que nous pourrions avoir suite à cette phrase qui serait pleinement intégrée. Vous partez pour prendre le train, vous le ratez. Quelle est la première action?
Ce n'est jamais « Ah, mais c'est bien, quelqu'un sait exactement ce dont j'ai besoin ». C'est au contraire. L'indignation, je me suis fâché 2 ou 3 fois parce que j'ai raté le train. Ça m'est arrivé, pas de nombreuses fois, vu le nombre de voyages que je fais. Ça va, je suis dans les normes. Mais je reconnais que ce n'est pas agréable. J'ai vu une fois, vous savez que dans les TGV, quand on monte, 2 minutes avant, les portes se ferment. Et je cours, et je vois les portes qui se ferment. Et le conducteur qui est là me fait signe. Et je ne comprenais pas. Mais je suis là juste à mettre, il suffit d'ouvrir la porte et je rentre, vous voyez. Et non, vous ne pouvez pas, parce que c'est fermé, pas ici, c'est fermé là-bas, il y a tout un système de sécurité. Mais moi, dans ma tête, c'était là, comment est-ce que je peux rater ça? C'est fermé. Pouvez-vous intégrer cet échec dans la journée et dire, ah ben c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un échec, mais je sais que ça va être bien. Une fois, j'arrive, et ça, on le comprend difficilement, très difficilement. Sur le coup, on ne réfléchit pas du tout comme ça. Je suis formel. Après, oui. Après, c'est autre chose. Je me souviens une fois, toujours dans l'histoire des trains, à l'époque où on pouvait voyager librement et beaucoup, je vais à la gare et je vois sur le panneau affiché annulé, reporté, annulé, et beaucoup de monde sur les quais. Tout le monde regarde les panneaux, vous voyez un peu l'embarras, tout le monde parle à tout le monde, on ne sait pas. Il y avait une panne. Et puis, un monsieur qui s'approche de moi et qui commence à parler, il avait besoin de partager, mais moi, j'avais la tête dans ce train qui ne part pas, et puis j'avais un rendez-vous, je devais descendre dans 1 heure, et puis dans 1 heure après, j'avais une réunion, et puis moi, je suis comme ça, il me faut, et le train est annulé. Et le monsieur qui est à côté, qui est pas du tout dans la même logique, il veut parler, il veut discuter. Alors moi, je lui réponds, bien sûr, je lui réponds, parce que, bon, c'est la politesse, mais je n'ai pas du tout la tête à ça. Et lui, il repose la question, et puis encore une fois, une deuxième fois, et puis bon, je m'éloigne. Et lui, il revient, il me suit un petit peu, et vous pensez qu'il y aura un autre train, ils vont remplacer, ça va. Moi, je réponds juste le minimum syndical, oui, non, mais c'est pas du tout parce que moi, je suis dans la crise, moi, je suis dans l'immédiat, je suis dans mon problème, et je vous avoue, mon problème est planétaire. Il a une dimension énorme. J'oublie ce qui se passe à ce moment-là sur la Terre. J'oublie qu'il y a peut-être des êtres chers qui m'aiment. Il y a peut-être des personnes qui pensent à moi. J'oublie que j'ai d'autres valeurs que juste rater un train. Il y a d'autres choses dans la vie que ça. Mais moi, c'est que ce train-là. Et je suis dedans. Et le monsieur qui veut me perturber un peu dans cette fixation, et il me suit, il me pose des questions. Mais moi, je suis complètement à côté. Pour moi, c'est le train. Vous voyez un peu ce qui se passe. Et à un moment donné, pour terminer l'histoire, il y a l'affichage qui montre que tel ou tel quai, il y a le train qui reprend. Waouh, tout le monde! Et je monte, et je m'assois, je suis content. Et puis, effectivement, entre-temps, j'avais passé des coups de fil et la pression tombe. Et il y a une place à mes côtés, une place de libre. Et puis, un monsieur qui monte dans le train. Et il me demande, est-ce que c'est libre? Oui, oui, bien sûr. Je lève les yeux. C'était le monsieur depuis de tout à l'heure. C'était le monsieur qui m'agaçait avec ses questions. Et là, j'ai le temps de discuter avec lui. On a passé un bon voyage et on a échangé nos numéros de téléphone. Ça y est, c'est bon. C'est plus la même chose. Pourquoi je n'ai pas fait ça au début? Pourquoi je n'étais pas vraiment avec un autre esprit dès le départ? J'ai compté le nombre de secondes que j'ai raté de cet échange formidable que j'ai eu dans la deuxième partie, mais pas dans la première. Parce que moi, j'étais concentré sur moi. Et ça, cette crise personnelle, ces échecs, on peut citer on rate le train, mais on rate l'examen d'entrée, on rate le bac, on rate toutes sortes de situations extraordinaires qui sont en elles-mêmes spéciales que nous cherchons, et on passe à côté. Et on a du mal à intégrer cet échec, cette crise-là. Quelqu'un comme l'apôtre Paul, vous vous souvenez, c'est un homme sage, un homme qui a écrit beaucoup.
qui a vécu à l'époque de Jésus, mais il ne l'a pas connu personnellement. Il a eu sûrement des rapports, il a eu des contacts, il a eu des personnes. Et puis, un jour, il a découvert, mais disons, une relation plutôt invisible, une relation dans son cœur. Et en cheminant avec Jésus, donc il a connu, il a fait place à cette vision qui va au-delà du quotidien. À un moment donné, il a dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est arrivé à cette conclusion. Toute chose. Est-ce qu'on peut dire ça aussi, nous aussi? Absolument toutes choses, non pas certaines choses. Quand vous avez une réussite, quand vous avez un bon salaire, quand vous avez une belle rencontre, quand vous êtes vraiment bien, vous pouvez dire, oui, effectivement, cette chose-là vous arrive dans ce qui est le plus cher pour vous et vous appréciez. Mais est-ce qu'on peut dire que toute chose concourt au bien? Sur le coup, comme je disais tout à l'heure, c'est impossible d'intégrer ça. Plus tard, oui. Plus tard, oui. Et c'est là la sagesse à laquelle nous sommes invités à accéder. Cette sagesse qui permet de transformer l'échec, la crise, les difficultés dans quelque chose de positif. C'est vrai, nous sommes humains. Et quand quelqu'un vous fait du mal, on ne peut pas dire « Ah non, c'est pas grave ». Non, non, non. Tout le monde nous dit aujourd'hui « Il ne faut pas aller dans ce sens. C'est trop facile. » Et on peut mettre une belle couverture sur une table, mais si on a oublié de nettoyer la table, ben, la saleté reste toujours là, même si la couverture est belle. Et puis un jour, ben, on lève le poing et puis tout ce qui est là, qui n'a pas été enlevé, ressort. On dit d'ailleurs faussement que le temps règle les problèmes. Non, le temps les aggrave, les perdure. Le temps ne règle pas, d'où cette phrase extraordinaire que vous connaissez, que Jésus a dit un jour, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire qu'il faut régler dans la journée. Pas toujours facile. Il y a des conflits, des situations qui demandent plus qu'une journée. Mais si on arrivait à régler cette situation avant d'aller vers d'autres sujets, je pense que notre vie serait beaucoup plus épanouie. Car le temps, en lui-même, ne règle pas les problèmes. Il les approfondit, il les complique. La guérison, c'est une guérison active. Ce n'est pas une guérison passive. Quand vous avez mal au doigt, vous êtes cogné, vous dites non, ça va passer. C'est vrai que parfois ça passe, mais il faut soigner. Il faut soigner et puis quand c'est bien soigné, le temps joue son rôle et la guérison intervient d'une façon efficace. Ces crises qui nous arrivent, elles ont leur rôle. Parfois, nous voulons savoir quel est l'intérêt de telle ou telle crise. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. On a besoin d'avoir une réponse, une logique. Nous voulons savoir quel est le lien entre la cause et l'effet. Et s'il n'y a pas ce lien-là, nous avons du mal à avancer. Les spécialistes nous disent que c'est le rôle de la signification, de donner du sens. Et c'est important de comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Mais des fois, nous sommes devant un mur et le blocage est total parce que nous n'avons pas toujours une explication. Par contre, nous pouvons intégrer cet échec, cette crise. Sur le plan personnel, la crise, elle peut avoir sa place. Elle peut être productive, même si en soi, la crise, c'est quelque chose de terrible que nous refoulons, que nous essayons de pousser le plus loin possible. Vous imaginez quelle sagesse nous serions en train d'acquérir si on avait cette disponibilité de dire « Ok, je passe par une crise, par un échec, par une séparation, mais je suis disponible pour pouvoir intégrer cette crise pour qu'elle devienne quelque chose de très positif. Je me donne les moyens et je demande de l'aide pour que cela ne s'arrête pas à un échec, à quelque chose de négatif, mais à quelque chose d'extraordinaire. » C'est beau. En tout cas, vous allez me dire, oui, mais c'est la théorie. C'est la théorie et puis sur le terrain, c'est compliqué. Quand vous voyez votre propre sœur ou vos propres frères ou quelqu'un de la famille qui vous tourne le dos, qui ne vous parle pas,
j'assiste parfois à des drames terribles dans les familles. Il y a quelqu'un qui me dit, j'ai une sœur, elle habite à 700 km, mais je ne l'ai pas vue depuis 15 ans. C'est votre sœur de chair ou c'est une sœur? Non, non, c'est les deux. Nous sommes des enfants des mêmes parents. Et bon, c'est comme ça, on s'est séparés, on s'est perdu de vue. Et j'ai dit, mais vous n'avez pas envie de la revoir? Vous n'avez, oui, mais c'est compliqué, c'est loin. Je dis, vous faites quoi lundi? Je dis, mais pourquoi? Parce que moi, j'ai une voiture et j'aime bien voyager. On y va. Vous achetez une boîte de chocolat et moi, j'attends dans la voiture. Vous saluez les petits-enfants parce qu'il y a des petits-enfants entre-temps. Et on monte et on repart. C'est ça la famille. Et il y a des situations que nous ne pouvons pas gérer, qui partent insurmontables. En tout cas, de notre côté. Là aussi, il y a une sagesse. De dire, est-ce que j'ai tout fait? Est-ce que j'ai évacué toutes les options? Voire faire une liste pour qu'on n'oublie pas. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je n'ai pas pensé pour la fête des mères de lui envoyer un bouquet de fleurs. Je n'ai pas pensé à lui envoyer un petit mot. Ah, tiens, je le fais. Et puis, on évacue au fur et à mesure toutes ces options. Et si finalement on arrive à constater que ce n'est toujours pas possible, là aussi, il nous faut cette sagesse pour pouvoir intégrer ce reste d'échec, de faillite dans notre vie comme étant une partie de notre épanouissement. Ça sonne un peu bizarre, mais ça fait partie de nous. Et nous voulons le porter avec nous, tirer les conclusions, les leçons pour aller plus loin. Voilà rapidement sur cette crise sur le plan personnel. On peut aller sur d'autres crises sur le plan famille. Alors, nous avons chacun à sa famille et vous savez que la famille, on ne la commande pas. On arrive dans une famille et nous sommes très contents d'être dans une famille et nos frères, nos sœurs, les souvenirs d'enfance nous font du bien. Parfois, comme je disais, ça ne se passe pas toujours d'une façon idéale, mais c'est notre famille. Je dis à mes filles, Elder mentionnait que nous avons des enfants, je dis voilà, la vie passe, les belles opportunités vont disparaître, l'école vont finir un jour, les copains, bon, ils vont partir chacun de leur côté, mais il y a quelque chose qui restera, c'est la famille. Et ça, il faut l'entretenir. Ce n'est pas parce que je suis né dans une famille que automatiquement tous les gestes d'amour et de passion vont venir vers moi parce que je suis le fils aimé de mon papa. Non, je dois alimenter cette position que j'ai par la nature des choses, dont je m'occupe de ma sœur, de mon frère, dans le sens que je prends leurs nouvelles, leur passe un coup de fil. Ils sont loin, ils ne sont pas ici. Mais on a un bon contact, on a une bonne communication. Je prie pour eux, ils prient pour moi. On est dans la même famille et cette famille s'entretient, elle se perpétue, elle se continue. Des fois, ça ne se passe pas comme on le souhaite. Bon, quand on est gamin et on se chamaille, ce n'est pas grave. Mais quand on devient adulte et on garde toujours la même rancune, les mêmes difficultés, comment faire? Comment aller plus loin? Et là aussi, nous avons besoin de cette sagesse pour pouvoir faire en sorte que ces relations ne soient pas toujours une crise permanente. Là, récemment, vous avez sûrement entendu parler des situations qui sont devenues plus compliquées, plus exagérées. Je pense à la violence conjugale. Je pense au fait que le confinement a mis en avant des situations qui existaient déjà, mais qui maintenant, vu le fait que les personnes d'une même famille étaient confinées dans un espace réduit, il y a la tension, il y a les conflits. Quand on habite dans 40 mètres carrés dans un petit appartement dans une grande ville et on est 5, je comprends bien qu'à un moment donné, on va être même physiquement très agressif, très proche de la colère, du conflit. Donc ça part très vite. Certains, heureusement, ont pu gérer ça très bien. Chacun avait son coin,
la partition de l'espace a bien fonctionné. Certains ont fait comme nous à la maison, on a transformé le salon en salle de sport. Bon, je vous rassure, j'étais pas moi le moniteur pour le sport. Hein. Moi, j'étais juste celui qui suivait. Donc, mais pour faire plaisir, on est ensemble. Et puis, à notre coin, c'est le bureau. À notre coin, ça va être la salle à manger. Et après, on change les meubles. Bonne communication. On a besoin toujours d'un espace, d'une intimité aussi. Mais ces situations-là auxquelles s'ajoute la perte de l'emploi, s'ajoutent des difficultés relationnelles sur le plan des collègues ou des situations qu'on ne peut pas gérer, ont amené, et pour des diverses raisons, donc, ont amené à cette forme de violence dont les pouvoirs publics parlent et contre laquelle attirent l'attention. Et il serait extrêmement dommage que ceux qui ont des valeurs pour la vie, pour la famille, tombent dans ce type de mécanisme que nous condamnons formellement. Comment faire? Comment sortir de ça? Mais il y a la violence physique, mais il y a d'autres formes de violence. Il y a la violence verbale, il y a la violence, la suprématie de l'autre. Il y a toujours le rapport de force qui existe entre différents membres de la même famille ou des familles proches. Comment gérer tout ça? Et c'est là où intervient, là encore, je répète, cette sagesse dont nous avons besoin, qui vient quelque part d'en haut, qui n'est pas de ce monde. Dans ce monde, j'allais dire, dans ce monde de la société, dans une vie que j'aime, hein, tout le monde aime tout ce qui est les bonnes choses, avoir des amis, faire valoir tout ce qui est positif. Je pense que la vie en général mérite d'être vécue, il n'y a pas de problème. Mais dans ce monde-là, c'est le monde des contrastes, il y a parfois des valeurs qui ne sont pas les miennes. Pour la moindre friction, il faut répondre par la violence. Il n'y a pas la communication. Les rapports employés-employeurs se règlent d'abord par une grève. Et ensuite, il y a la communication. Moi ce n'est pas mon modèle. Je ne fais pas de politique, je ne rentre pas dans les mécanismes qui sont liés à l'organisation de la société, mais je constate que la simple communication, le simple dialogue n'existe quasiment pas. Alors, qui est le plus fort? Imaginez ça à l'échelle d'une famille ou à un petit groupe. Qui est le plus fort? Le plus fort, c'est celui qui est plus fort. Et qu'est-ce qui se passe? Si on use de la violence, on arrive où? Quelle va être la suite? Admettons, on va user de la violence. Vous êtes dedans. Vous êtes dans le rapport de force. Vous avez raison. Et après, qu'est-ce qui se passe? Imaginez la suite. Quelqu'un va payer le prix. Il y aura quelqu'un qui va souffrir. Et comment on va rétablir le contact après? Comment est-ce qu'on va rétablir les relations entre nous si on part sur ce rapport de force, sur cette, disons, agression qui vous met en situation de dire « j'ai raison ». Ah, j'ai raison. Je crois qu'on peut avoir tort tout en ayant raison. Et c'est là le paradoxe des relations humaines. Moi, je n'ai pas de crainte dans des relations où quelqu'un est dans le tort. Et surtout s'il le sait. Parce que son comportement, son attitude, ça va être quelque chose de très paisible. La tête baissée, reconnaître ses torts, un esprit de contrition, de regret, même un mot de demande de pardon. Par contre, quelqu'un qui a raison, ça devient comme un bulldozer. Il marche sur les cadavres. Il a raison. Aucun sentiment. Aucune préoccupation pour « mais qu'est-ce qui se passe? Je l'écrase, mais qu'est-ce qui va se passer après ?» Vous savez que les bons enseignants ont des outils très intéressants au niveau pédagogique et quand ils sont en classe, ils n'ont pas comme objectif d'humilier l'élève, de lui montrer qu'il est nul. Il est clair que l'élève qui débute, l'étudiant qui débute, n'a pas la même connaissance que son maître, son professeur. C'est normal. Donc, le professeur qui est en position de supériorité ne va pas écraser l'élève. Il va essayer de le faire
coparticiper au projet, il va lui donner la motivation et s'il est vraiment expérimenté, il va lui même transmettre l'idée que c'était l'élève qui a eu l'initiative. C'était son projet. Et effectivement, j'aime bien cette attitude d'accompagnement. Non pas juste pour prouver qu'on a raison. Il y a parfois parmi nous des personnes qui sont d'une grande qualité. Dans nos familles, dans notre entourage, ils ont des compétences. Ils ont, vous aussi, vous connaissez sûrement des personnes qui ont des grandes capacités de travail, intellectuellement sont vraiment brillants, mais n'ont pas cette sagesse. Ils ne savent pas se positionner, soit parce qu'ils sont complexés, soit parce qu'ils veulent prouver, mais je ne sais pas ce qu'ils veulent prouver. Ce qui fait que quand ces personnes arrivent dans un entourage, le milieu ambiant se dégrade. On sent un malaise. On ne sait pas pourquoi, mais il y a un malaise, un rapport tendu. Quelqu'un qui, en fait, apporte plus de problèmes que de solutions. Par contre, la personne est convaincue qu'elle n'est pas comprise, qu'elle a la solution, que c'est le génie. C'est dommage que les autres ne la suivent pas. Et tout simplement parce que ces rouages ne sont pas huilés. Il n'y a pas cette, disons, cette sagesse qui circule à gauche, à droite pour savoir se retirer. Oui, moi je préfère avoir tort plutôt que d'avoir toujours raison et qu'il n'y ait personne autour de moi. La relation est très importante. Jusqu'où un couple peut se disputer sur l'achat d'un tel ou tel objet? Jusqu'où on peut aller dans les débats entre nous pour savoir qui a raison? Vous me dites qui va siffler la fin de la partie? À quel moment nous allons dire stop? Quand vous voyez par exemple des familles ou des personnes dont on sait que le conflit, la discussion, les tensions datent depuis des années, voire des décennies. Il m'arrive d'entendre des histoires comme ça et je suis effrayé. Il paraît que ça existe encore. Vous dites, mais qui va siffler la fin de la partie? Qui va dire, je mets devant toi tous les arguments et je cède et je capitule? Bon, tant pis, c'est moi le vaincu, mais je capitule. Qui va le faire en premier? Les crises au niveau des familles, au niveau des groupes, sont parfois des crises inventées. Ce sont des crises imaginaires. Il m'est arrivé de conseiller, je le fais toujours quand le temps le permet, des couples. Et quand j'entends l'histoire, je prends ça avec sérieux, j'écoute très attentivement, je ne connais pas les détails, je ne connais peut-être pas les personnes, et j'écoute. Et il m'est arrivé une fois, je partage ça avec vous, sans citer des noms, bien sûr, mais un mécanisme qui peut apparaître assez souvent. Les deux parlent avec conviction, avec poids, avec chagrin. Et quand on écoute, on se rend compte que les deux sont très affectés, sont brisés, ils sont en morceaux. Mais quand vous faites un pas en arrière avec un peu de recul, c'est des petites choses. Et une fois, je me suis retrouvé dans une situation, je reconnais, un peu bizarre parce que je commençais à sourire. Et comme je connaissais cette fois-ci le couple en question, et ils m'ont interpellé, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, excusez-moi, c'est pas approprié de ma part, mais ce que vous me dites là, c'est rien. Ils ont dit, c'est-à-dire? Et là, on a commencé à discuter, et effectivement, on est arrivé à la conclusion, tous, que c'est rien. C'est des petites choses qui n'ont pas de valeur. Enfin, vous comprenez, ça a de valeur pour la personne parce qu'elle vit, mais en soi, c'est des petits trucs. Elle m'a dit et je lui ai dit, vous voyez, mais il n'y a aucune perte, ni matérielle, ni humaine. La maison est toujours là. Enfin, je veux dire, attendez, les amis, regardez ce qui se passe ailleurs. Souvent, on me pose la question, comment allez-vous? Et moi, je réponds, écoutez, c'est simple, je vais très bien. Et si vous voulez savoir si je vais bien ou pas, regardez le journal de 20 heures et vous allez voir que moi, je vais très bien. Relativisons.
Alors que nous avons l'impression d'être au cœur d'un drame terrible, alors que c'est quelque chose de simple. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, j'ai participé à une table ronde avec plusieurs intervenants de plusieurs pays, avec quelqu'un qui était des États-Unis, quelqu'un d'Espagne et puis quelqu'un de Philippines. Aux Philippines, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui s'est impliqué, qui s'implique toujours dans tout ce qui est social. Et quand on parlait du Covid, de la crise, lui aussi, il a souri. Et quand on lui a posé la question, alors, comment ça se passe aux Philippines? Il m'a dit, excusez-moi, mais Philippines, c'est un pays où il y a les crises tout le temps. Ce n'est pas une nouveauté. Il y a une tempête, il y a des tremblements de terre, tout part. Et là, il nous a montré des images avec une éruption récente d'un volcan qui a, qui a affecté la vie pendant quelques semaines, où les gens devaient sortir, nettoyer les cendres, toute la poussière, etc. Et il nous dit, voilà, des choses comme ça arrive quasiment toutes les semaines. La tempête qui balaye tout. Pour quelqu'un qui habite aux Philippines, c'est une crise parmi d'autres. Elle est grave, elle est mondiale, on apprend, mais ils vivent dans cette crise-là. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, on va de l'avant, on construit, on refait le toit. Relativisons. C'est vrai que notre drame est unique et nous sommes vraiment accablés. Mais n'oublions pas, il y a d'autres valeurs, il y a d'autres repères qui peuvent nous aider. Je peux mentionner rapidement la crise sur le plan professionnel, et là je vous laisse à identifier en vous et autour de vous des crises qui pourraient nous affecter. Effectivement, un changement professionnel, une mutation, perte d'emploi, ce sont des éléments pour lesquels personnellement je suis très sensible, très attentif. Est-ce que nous pouvons aller au-delà de cette crise, même dans des situations terribles? Quand vous avez un certain nombre d'années d'ancienneté dans une entreprise et on vous dit l'année prochaine ou le mois prochain, vous ne serez plus des nôtres, je pense que ce n'est pas facile à intégrer. Mais comment certains ont pu le faire? Comment se sont sortis de cette situation? J'ai toujours à l'esprit cette notion de pouvoir relativiser car c'est un mécanisme qui nous aide énormément. Quelqu'un disait, je me plaignais, c'est un peu du cynisme, vous allez me dire, mais c'est tellement réaliste. Quelqu'un disait, je me plaignais de ne pas avoir des chaussures, ou des belles chaussures plutôt, jusqu'au jour où j'ai vu un homme qui n'avait plus de pieds. Je pense que c'est là le secret. On se plaint de quelque chose de très important, mais où nous allons changer de barricade. Nous allons passer du mode victime, du mode cible, en mode actif, à savoir acteur. À ce moment-là, tout va changer. Et on comprend que la crise dans laquelle nous étions était formatrice. Elle nous aidait. Et il y a une hiérarchie de valeurs qui s'installe, une pyramide qui a une forme différente. Elle aura vraiment la bonne forme, et non pas la base vers le haut, mais au contraire, la base va être remplie des bonnes choses, et au fur et à mesure, les choses qui sont plus légères, plus simples à porter, vont être vers le haut, vers le spirituel, vers quelque chose, parce que la base est bonne. J'ai à l'esprit une promesse, un texte formidable. C'est Dieu qui parle et je l'accepte parce que ça vient de la part du Créateur, ça vient de la part de quelqu'un qui, comme je disais au début, connaît le nombre de mes cheveux. Il disait, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, ne te perds pas dans l'inquiétude, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Laissez-moi terminer avec cette pensée, vous la laissez en sachant qu'il y a un Dieu qui peut nous sortir de la crise. On en parlera un peu plus ce soir, qu'il puisse nous aider à avoir cette confiance et aussi ma prière pour nous. Amen.